Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le webinaire dans quelques secondes. Bonjour à toutes les personnes présentes aujourd'hui pour le webinaire L'actualisation locale des programmes d'études centrés sur le développement de compétences, une approche concertée pour favoriser la réussite. On a 470 inscriptions au webinaire d'aujourd'hui, principalement des personnes des cégep, enseignantes, enseignants, professionnels, cadres. Nous avons aussi des personnes des universités, du ministère de l'Enseignement supérieur. Plusieurs partenaires du Carrefour de la réussite sont réunis aujourd'hui et nous avons aussi quelques personnes de l'international. Alors à chacune de vous, bienvenue. Je suis Annie-Claude Prudhomme, responsable du Carrefour de la réussite au collégial et animatrice du réseau des répondants et des répondantes à la réussite. Je vais animer ce webinaire en collaboration avec Mylène Robitaille, conseillère pédagogique et REPCAR au Collège La Flèche. C'est d'ailleurs la communauté des REPCAR qui a exprimé le besoin d'une activité sur l'élaboration de programmes et l'importance de prendre en compte certains principes pour soutenir la réussite au collégial. J'invite Mme Robitaille à nous dire 2 mots à ce sujet. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment avec plaisir que j'ai accepté de co-animer le webinaire, mais ce sera une grande première pour moi parce que je suis conseillère pédagogique depuis à peine 1 an. Donc, lorsque je suis arrivée en poste, j'ai vraiment saisi toutes les occasions de formation et d'échange qui se présentaient. En particulier, j'ai grandement apprécié les activités d'échange à REPCAR qui m'ont beaucoup aidée. C'est là que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de nouvelles et de nouveaux CP dans le réseau présentement et que j'étais loin d'être la seule à ressentir un besoin en formation. Donc, étant donné que je mène de front 3 actualisations de programmes présentement, j'ai donc mentionné à Mme Prudhomme mon besoin d'en savoir plus au niveau des concepts fondamentaux, mais aussi des outils là, reliés à une actualisation de programme. J'ai vite réalisé aussi qu'une actualisation, c'est réellement une occasion en or de réfléchir en équipe programme à l'intégration de pratiques à impact élevé. Mais je me questionne encore aujourd'hui sur les meilleures stratégies à adopter pour favoriser leur intégration, justement. Alors, me voici avec vous aujourd'hui. Les questionnements que Mme Robitaille vient de nous décrire s'inscrivent dans un contexte particulier qui est celui de l'aboutissement de 2 chantiers de la réussite qui ont mené à des écrits. D'abord, la publication du rapport La réussite au cégep, regard rétrospectif et prospectif, publié par la Fédération des cégeps tout récemment. Également, le plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 par le ministère. Et les recommandations dans ces documents nous rappellent l'importance de la prise en compte de certains éléments lors de l'élaboration de programmes. Sujet d'actualité étant donné, comme le disait Mme Robitaille, les nombreux devis ministériels qui sont en révision présentement et qui amènent des travaux en équipe programme dans les cégeps. Les constats principaux qui se dégagent plus particulièrement du rapport de la Fédération des cégeps, c'est que pour soutenir la réussite au collégial, les programmes d'études se doivent d'être pertinents, cohérents et chargés de sens pour les étudiants. Également, les programmes gagnent à tenir compte des acquis des étudiants, à permettre un développement progressif des compétences sur les 2-3 années du programme et une évaluation en conséquence, une évaluation cohérente avec cette gradation. Or, une part importante de cette planification se fait en équipe lors de l'élaboration ou de l'actualisation de programme. L'objectif du webinaire aujourd'hui est de vous offrir un soutien dans la compréhension des principes fondamentaux de l'approche centrée sur le développement de compétences
et aussi dans une mise en œuvre favorable à la réussite. Le webinaire comporte 2 parties. La première partie qui sera présentée par M. Robert Hall, qui abordera les principes de base de l'approche centrée sur le développement de compétences. Et la deuxième partie qui sera présentée par Mesdames Linda Cormier et Isabelle Pelletier, qui nous parleront d'une démarche collaborative d'actualisation de programmes centrés sur la réussite. Nous vous proposons l'horaire suivant, une pause entre les 2 présentations. Il y aura 2 périodes de questions qui vont se faire par le biais du clavardage. Je pourrai réunir les questions les plus fréquentes, les plus récurrentes et aussi les plus directement liées à l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Nous garderons tout de même les autres questions en banque pour pouvoir prendre connaissance des besoins du réseau et éventuellement probablement, possiblement évaluer une suite possible pour l'activité d'aujourd'hui. Donc, il me reste à donner la parole à M. Hau, que je vous présente avec beaucoup de plaisir. M. Hau, consultant en pédagogie de l'enseignement supérieur, spécialiste en évaluation des compétences. Il a occupé plusieurs fonctions dans le milieu collégial au cours des années, dont conseiller pédagogique. Pendant plus de 20 ans, il a enseigné l'évaluation des apprentissages et il a reçu le prix Gérald Sigouin en 2019. Merci beaucoup, M. Hau, d'avoir accepté l'invitation. Je vous tends le micro. Merci beaucoup, Madame Prudhomme, merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir de rencontrer tous ces participants-là. Vous êtes nombreux, à ce que je comprends. Alors, commençons par ceci. Tout à l'heure, Madame Pelletier et Madame Cormier vont vous présenter des outils, des méthodes, des processus. Et quand on planifie un programme de formation, planifier, mise à jour, actualiser un programme de formation axé sur le développement de compétences, on a besoin de ces outils-là, on a besoin de processus, on a besoin de politique aussi, mais au départ, on a besoin aussi de comprendre les concepts qui sont en jeu, de les placer dans la perspective. Et c'est ça mon rôle maintenant avec vous, dans cette première partie, c'est de placer les concepts et vraiment de vous permettre de conceptualiser, de visualiser la place de chacun de ces concepts-là dans l'ensemble de notre décor et dans l'ensemble de notre discours aussi. Et je commencerai par une question fondamentale, une question que je vous demanderais, je m'amuse à dire comme un mantra, de répéter chaque jour quand vous entrez en salle de classe avec vos étudiants. Qu'est-ce que mon étudiant a besoin d'apprendre? Qu'est-ce que mon étudiant a besoin d'apprendre pour développer cette compétence-ci ou cette autre compétence-ci? Ceci, c'est une question qui, pour la plupart d'entre vous, va de soi. On est habitué, ça fait 29 ans maintenant, depuis 1993, que le ministère a adopté, que nous avons adopté des mesures de renouveau qui nous amènent à penser compétences et à penser, au fond, en filigrane, aux besoins des étudiants et non pas aux besoins du prof en premier. Alors, plutôt que de poser la question « qu'est-ce que je vais leur enseigner ?» ou « comment est-ce que je vais présenter ma matière ?» on est invité, avec l'approche dite par compétence, à penser à l'étudiant en premier. Qu'est-ce que mon étudiant a besoin d'apprendre? Pour ça, on va commencer par comprendre vraiment, se donner, en tout cas, rappeler une définition commune de la compétence. Alors, diapo suivante, les diapos suivantes. Alors, je vous présente une définition que j'ai choisie. Il y en a plusieurs définitions de la compétence. J'ai choisi celle de Tardif, qui nous a présenté en 2006 une définition qui me semble très complète. La compétence, c'est un savoir-agir, pas juste un savoir-faire, hein, un savoir-agir complexe reposant sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes, externes, à l'intérieur d'une famille de situations. Alors, articulons cela dans la diapo suivante en disant que les mots-clés de cette définition de compétence, un savoir-agir qui est complexe,
une mobilisation de ressources intégrées, des ressources qui sont soit internes, soit externes. Je vais caractériser cela dans un instant, et des ressources qui sont transposables dans une famille de situations. Une compétence, c'est une capacité, c'est un potentiel. On peut faire quelque chose, on est compétent pour le faire, même si on ne le fait pas maintenant, même si on n'est pas en train d'exercer notre compétence, nous l'avons la compétence parce que nous avons la capacité, le potentiel. J'ai référé à des ressources internes et externes, diapo suivante. Des ressources internes, c'est nos savoirs, nos savoir-faire, nos savoir-être, nos attitudes, évidemment, nos postures personnelles, je réfère aux attitudes, bien sûr, nos schèmes d'action, nos habiletés personnelles. Mais tout ça, ça se combine aussi avec des ressources externes qu'il faut savoir aller chercher aux besoins. Les pairs, nos collègues, d'autres enseignants, des techniciens, des experts, et évidemment, les ressources informationnelles, ce sont l'Internet, les manuels, la documentation, etc. Tout ça ensemble, ce sont des ressources que nous mobilisons lorsque nous sommes compétents pour exercer notre compétence. Maintenant, la compétence, il faut la comprendre, maintenant qu'on l'a définie, il faut la comprendre maintenant dans sa perspective. Quand on parle de compétence, je vous invite à visualiser que la compétence correspond à un mandat social qui est confié au collège. Quand je vais dire collège tout à l'heure, ça se peut que je vais de façon alternative, je vais parler d'école, mais l'école, que ce soit l'université, l'école secondaire, le collégial, l'enseignement supérieur, l'enseignement, quel que soit, universitaire aussi, je vais inclure tout le monde quand je vais parler de l'école. Mais ici, évidemment, je vais focaliser d'abord sur les collèges. Allons à la diapo suivante maintenant pour justement visualiser ce mandat. Si on parle de compétences, c'est qu'en amont de l'école, il y a des besoins dans la société, des besoins chez les employeurs, pour nos étudiants, nos sortants en technique professionnelle, des besoins aussi chez les universités, pour les éventuels étudiants, du préuniversitaire qui iront à l'université. Donc, ces besoins-là sont exprimés et sont transmis au collège sous forme de mandat. Il y a un mandat de la société civile, si vous voulez, et qui est transmis. Alors, je vous présente maintenant dans la diapo suivante un schéma que plusieurs d'entre vous connaissent déjà, mais dont on m'a dit qu'il est très efficace pour bien comprendre la nuance entre compétences et objectifs d'apprentissage. Plaçons les choses. La petite école qu'il y a là, la petite école rouge, c'est nous. C'est nous, tous les professionnels de l'éducation, tous les professionnels de l'enseignement collégial, l'école, c'est nous tous. En amont, dehors, l'autre côté du mur, il y a la société qui a des besoins. Il y a les employeurs, il y a les universités qui expriment aussi des besoins de compétences. Ces compétences-là sont organisées, sont nommées, sont décrites par un agent que j'appellerais un agent intégrateur, c'est le ministère de l'Éducation, qui reçoit, qui interprète ces besoins de compétences et qui les organise. On va parler d'un devis de programme, un devis ministériel de programme ici, là, qui les organise de façon à confier un mandat au collège. Le mandat qui nous vient donc de l'extérieur. Et ce mandat, c'est de développer des compétences qui seront ultimement présentées, décrites dans un devis ministériel de programme. Nous, l'école, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On reçoit ce mandat et on va l'exécuter. C'est notre travail, c'est notre profession, c'est notre spécialité, c'est notre univers. On va le développer, on va exercer ce mandat en constituant des programmes de formation. C'est là-dessus, c'est là qu'on est là. On est en train d'actualiser des programmes, parfois de créer des programmes, de faire des mises à jour, mais on va fonctionner par programme de formation. On va créer des espèces d'unités de 2 ans, de 3 ans, et ces programmes-là vont être articulés dans le temps
sur 2 ans ou 3 ans au collégial sous forme d'objectifs d'apprentissage. On va proposer à nos étudiants des objectifs à atteindre. On va organiser la pédagogie. Je vais y revenir tout à l'heure. Ces objectifs d'apprentissage-là vont donner lieu à la création par les enseignants d'activités d'apprentissage que certains appellent des cours. Et à terme, nous allons sanctionner ces apprentissages-là. Nous allons confirmer à la société que les apprentissages ont été faits et on va pouvoir éventuellement, bien sûr, certifier tout ça, donner lieu à un diplôme, mais tout ça pour confirmer que nous avons exécuté, que nous aurons exécuté correctement notre mandat. Alors, concevons que ce mandat implique, pour le développement des compétences, implique quand même une visualisation de distribution dans le temps. Alors, diapo suivante, imaginons que la compétence se développe, ce n'est pas juste une imagination, là, visualisons plutôt que la compétence va se développer avec le temps. Alors, ce tableau qui nous vient de l'Université de Montréal, une étude qui a été faite en nursing à l'Université de Montréal, je trouve ça illustre très, très bien le processus dans le temps. En amont de la flèche verticale qui indique le mot diplôme, en amont, on est au collège, on est à l'école, on peut être à l'université ici, bien sûr, on transpose, hein? Pour ceux qui sont du milieu universitaire, transposons tout ça. On commence par être novice, débutant. Éventuellement, on sera intermédiaire et éventuellement, quelqu'un, quelque part, au niveau de l'institution, décidera que l'étudiant est suffisamment compétent pour pouvoir recevoir son diplôme. Compétence suffisante, compétence minimale pour entrer sur le marché du travail ou compétence minimale pour entrer à l'université, par exemple. La flèche verticale, elle n'est pas fixe. C'est nous, le collège, qui décidons où est-ce que ça se situe. Et c'est là qu'on va parler éventuellement, puis ça, c'est Mme Pelletier puis Mme Cormier qui vont en parler tout à l'heure, de ce qu'on appelle le profil de sortie. Qu'est-ce qui constitue un étudiant qui aura à terme la compétence minimale pour qu'on puisse attester qu'il a le diplôme d'études collégiales. Alors ça, c'est la partie professionnalisation, si vous voulez, de l'étudiant. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau-là, c'est de visualiser que la compétence continue à se bonifier après notre départ ou en notre absence. Une fois que les cours sont terminés, une fois que le programme est terminé, l'étudiant continue avec le temps, avec l'exercice de ses compétences, à développer cette compétence-là, et c'est ce qu'on appellera la professionnalité ici. Des exemples, j'en ai un dans la diapo suivante, qui nous vient de la même recherche à l'Université de Montréal, en nursing, la compétence d'être capable d'exercer un jugement clinique infirmier. Exercer un jugement clinique infirmier. Alors, ça se fait comment, ça, diapo suivante? Ça se fait en 3 temps chez eux. On est d'abord novice, on y va étape par étape, on a besoin de supervision. Ça se fait, j'imagine, on pourrait visualiser les premiers cours ou la première année de formation. Ensuite, l'étudiant s'approprie les choses et devient de plus en plus autonome graduellement. L'étudiant va chercher à comprendre, va prendre des initiatives pour comprendre, aller chercher des données pour l'amener à un niveau d'autonomie où l'étudiant prend de l'assurance, s'adapte et arrive finalement à ce qu'on pourrait appeler une compétence minimale. Au collégial québécois, diapo suivante, on a un autre langage qui pourrait très bien être utile pour dire la même chose. On voit ça beaucoup en sciences humaines, je crois, des cours d'appropriation, des cours d'intégration, des cours d'enrichissement. Je pense qu'explicitement, là, maintenant, il ne faut pas visualiser que ce sont des cours distincts, là. L'appropriation, l'intégration, par exemple, le processus, c'est un trio, là, un triangle pédagogique là, qui nous amène à développer la compétence.
On pourrait très bien imaginer des activités d'apprentissage, alias des cours, qui pourraient amener l'étudiant de l'appropriation à l'intégration, de l'intégration à l'enrichissement, ou des cours distincts. Un cours d'appropriation, par exemple, je ne sais pas moi, imaginons initiation à la sociologie. C'est un cours d'appropriation, le vocabulaire de base. Il y aurait un cours suivant à la session 2 qui pourrait permettre d'intégrer des notions pour aller plus loin et éventuellement des cours optionnels qui seraient des cours d'enrichissement, voyez-vous. Mais tout ça dans la perspective de la petite flèche ici que vous avez en bas de la diapo qui nous permet de visualiser que la compétence de l'étudiant se développe dans le temps. Maintenant, dans le temps, visualisons cela. Diapo suivante, s'il vous plaît, Dominique. Ça, c'est un autre tableau qui est bien important, que plusieurs connaissent déjà, mais dont on me dit qu'il est toujours très efficace pour permettre de visualiser la chose. Tout à l'heure, Mme Cormier, Mme Pelletier vont vous parler de logigramme de développement de compétences, de logigramme de compétences. J'en ai imaginé un ici qui nous permet de visualiser la chose. Bon, j'aurais pu prendre un programme de 3 ans, de 6 sessions, mais pour des fins de clarté, 2 ans, 4 sessions. Imaginons la compétence citron. J'ai essayé d'être très neutre dans ça. Imaginons la compétence citron pour laquelle le comité de programme, votre comité de programme, les profs, le conseiller pédagogique, quelqu'un de la direction, une équipe, décidera que cette compétence pourrait être développée sur un cours. Bravo, on a ici une compétence, un cours. Bon. Mais ce n'est pas nécessairement le cas de toutes les compétences. Allons à la compétence limite. Le comité de programme, votre comité de programme, pourrait avoir décidé que ça prendrait 3 cours pour développer cette compétence-là. Le cours 202, le cours 203, le cours 204. Voyez-vous? On a donc une compétence qui se développe dans le temps, mais sur 3 sessions. C'est un choix qui est fait ici, c'est une illustration. Allons à la compétence brocoli. C'est un petit peu différente celle-là. Le comité de programme, vous aurez décidé, par exemple, que pour développer cette compétence-là, ça prendrait 2 cours, un peu plus que 2 cours et demi, disons. Le cours 301, le cours 302 et une partie du cours 303. Et regardez dans ça, la compétence cerise, dont on dit en même temps, elle pourrait succéder à la compétence brocoli qui prépare la cerise, et ça prendrait pas tout à fait 2 cours, mais un cours, c'est pas assez. Voyez-vous, c'est une question de temps, là. Vous avez bien sûr des modules, des cours de 45 heures, des cours de 75 heures. Bon, tout ça, il faut jouer avec tout ça, mais votre comité de programme pourrait dire, la compétence cerise, 1 cours et demi. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pour le cours 303, vous le visualisez, j'imagine, pour le cours 303, le comité de programme pourrait décider que le plan cadre et le plan de cours de ces profs-là, qui donnent le cours 303, diront clairement à l'étudiant que ce cours-là achèvera le développement de la compétence brocoli et parallèlement commencera le développement de la compétence cerise. Vous voyez un petit peu, on le visualise un peu? Une autre possibilité, tout est possible. Là. Vous voyez, j'ai imaginé des choses, mais tout est possible. Imaginons maintenant en bas, dernière ligne, la compétence bleuet et la compétence camérise. Et donc, tout le monde dans le comité de programme, en consensus, décidera de dire ces 2 compétences-là pourraient se développer chez l'étudiant en même temps, en parallèle, mais ça va prendre 2 cours. Ça va prendre 2 sessions pour développer ces 2 compétences-là en même temps, ce qui veut dire que les cours 402 et 403 vont consister à développer ces 2 compétences-là en parallèle ou à peu près en même temps. Le reste, évidemment, c'est des scénarios pédagogiques qu'on imagine facilement.
Alors, revenons à la compétence limite avec la diapo suivante pour bien illustrer ce que ça implique. La compétence limite, on vient de dire qu'elle se développera sur 3 cours. Ça veut dire quoi pour le prof qui donne le cours 202? Ça voudrait dire que le prof et le prof qui donne le cours 202, vous le visualisez, aura à dire dans son plan de cours, vous savez, à la page 1 du plan de cours, du plan cadre d'abord, bien sûr, et du plan de cours ensuite. En page 1, dans les buts du cours ou dans l'objectif général du cours, ce qu'on lira dans ce plan de cours-là, c'est que le cours 202 consiste à développer la compétence limite de façon partielle, à commencer le développement de la compétence limite et que ce cours et que cette compétence-là sera développée sur 3 cours, dont celui-ci est le premier d'une aventure de 3 pour développer cette compétence. Donc, dans le plan de cours du 202, on annoncera cela. Qu'est-ce qui arrive maintenant à la compétence, c'est-à-dire au cours 204, diapo suivante? Merci, Dominique. Le cours 204, lui aussi, aura un plan cadre, un plan de cours, qui dira quoi? Mais vous le visualisez immédiatement. En page 1 du plan cadre, du plan de cours, le prof annoncera que ce cours 204 consiste à achever le développement de la compétence limite grâce au continuum des cours 202, 203, et on achève ici le cours avec le cours 204, le développement de la compétence limite. Je vais vous parler dans un instant d'objectif terminal. Vous allez voir les liens. Alors, je vais y revenir tout à l'heure à ce tableau-là dans quelques instants. Je viens d'évoquer des objectifs d'apprentissage. C'est que pour développer ces compétences-là, pour exercer le mandat qui nous est transmis par le ministère de l'Éducation sous forme de devis de programme correspondant aux besoins de la société, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce que nous faisons comme prof, comme conseiller pédagogique, comme école, comme collège ou éventuellement comme université, ce sera de planifier la pédagogie, planifier des activités d'apprentissage pour développer ces compétences-là. Et on va les planifier comment? C'est là qu'on va parler d'objectifs d'apprentissage. Diapo suivante. Les objectifs d'apprentissage, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Diapo suivante. Ben, il y a des auteurs, il y a différents auteurs, dont un dénommé Major en 1964. C'est là qu'on a commencé à parler d'objectifs d'apprentissage organisés, qui disait un enseignant qui n'a pas d'objectif, c'est un enseignant qui ne sait pas où il s'en va. Ouais, ça va de soi. Cet auteur-là avait un peu le sens de l'humour, puis c'était très apprécié. Mais aussi d'autres auteurs qui disaient un étudiant qui ne connaît pas les objectifs de son prof ne sait pas où celui-ci veut l'amener. Des phrases clés que tout le monde connaisse, c'est le gros bon sens, mais ça s'articule comment? Alors, allons aux objectifs terminal et intermédiaire. La suivante, voilà. Le langage qu'on utilise au collégial et qui se propage, je dirais, à l'université aussi, c'est le langage des objectifs intermédiaires et de l'objectif terminal. Vous remarquerez qu'objectif terminal est au singulier. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il y a un objectif terminal. Certaines personnes associent le concept d'objectif terminal à objectif intégrateur. C'est peut-être vrai dans certains cas. Je me méfierais tout de suite. Là, je vous suggère de ne pas l'associer trop à objectif intégrateur parce que ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Les profs doivent rester libres de concevoir leur pédagogie de façon cohérente. Et l'objectif terminal n'est pas nécessairement toujours intégrateur. Mais je serais d'accord, est-ce que plusieurs profs
plusieurs plans de cours parlent d'objectifs intégrateurs ici. Mais toujours est-il que donc, si on va clarifier ces objectifs-là, ils ont tous quelque chose en commun, des objectifs, une série d'objectifs intermédiaires, des étapes qui mènent à terme d'un cours à l'atteinte d'un objectif terminal. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques communes? Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques communes, ces objectifs-là? Allons-y à la diapo suivante. Elles sont toutes, puis ça, tous les auteurs depuis les années 70, tous les auteurs sur la notion d'objectif arrivent à ce consensus. Tous les objectifs, qu'ils soient terminaux ou intermédiaires, doivent être exprimés en fonction de l'étudiant. Ce n'est pas en fonction du prof. Ce n'est pas le prof enseignera ceci ou enseignera cela. C'est en fonction de l'étudiant. L'étudiant sera capable de. L'étudiant apprendra ceci ou cela. On doit décrire un comportement qui est observable au terme de l'apprentissage. Pourquoi observable? Ben, parce que l'étudiant a besoin de visualiser son apprentissage. Qu'est-ce que le prof attend de moi? Qu'est-ce que le prof attend que j'apprenne de façon à ce que ça soit observable? Mais aussi, le prof a besoin d'être témoin de l'apprentissage. Pourquoi? Bien, le prof a besoin de porter un jugement professionnel. On va parler d'évaluation là. Le jugement professionnel va s'appuyer sur l'observation. Je dois constater que mon étudiant apprend. Et on développera l'évaluation formative et sommative plus tard, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Les objectifs doivent être univoques et clairs. Ils doivent être précis, une seule interprétation. Autrement dit, là, une phrase simple, 2 lignes et quart, 2 lignes et demie max, ben quelque chose comme ça. Il ne s'agit pas d'un énoncé complexe, il faut que tout le monde comprenne. L'étudiant, le prof, les profs, les parents aussi, ont tous besoin de comprendre de façon univoque l'objectif d'apprentissage. Et la grammaire reconnue, et même le ministère le fait dans ses devis ministériels, les objectifs de développement de compétences contiennent un verbe d'action ou des verbes d'action à l'infinitif. L'étudiant sera capable de, et ça fait 40 ans qu'on dit ça, l'étudiant sera capable de, donc à l'infinitif. On y mettra au besoin des contextes de réalisation, au besoin des critères de performance, puis ça, dans vos devis ministériels, lorsqu'on voit les fiches en 2 colonnes, les fiches de description des objectifs de compétences, tout le monde connaît la colonne de droite qui est intitulée « Standards ». Bien, les standards, ce sont les contextes de réalisation et les critères de performance. Puis dans la colonne de gauche, on y trouve les verbes d'action contextualisés. Bien, des définitions maintenant, on pourrait définir les nuances entre objectif terminal et objectif intermédiaire. Un objectif terminal, une définition que je trouve très fonctionnelle, très intéressante et claire, je pense. L'objectif terminal, c'est l'énoncé d'une capacité. Tantôt, je parlais de compétences comme étant une capacité, là. L'énoncé d'une capacité durable et intrinsèquement utile que l'étudiant doit avoir acquise à la fin de l'apprentissage déterminé. Ce sont nos cours, ça, ici. Mais pour y arriver, on a peut-être une série d'objectifs intermédiaires qui sont des énoncés qui indiquent dans une séquence de différents apprentissages, des apprentissages que l'étudiant doit maîtriser avant d'arriver à l'objectif terminal ou afin d'arriver de maîtriser l'objectif terminal, bien sûr. Alors, voyez la nuance? L'objectif terminal, c'est la destination du cours. C'est la mission de ce cours-là, d'arriver à une capacité durable et intrinsèquement utile. Et les objectifs intermédiaires constitueraient les étapes qui y mènent. Dans la diapo suivante, je vous propose des exemples. Vous allez me dire, coudonc, encore en soins infirmiers, j'aurais pu prendre d'autres choses, bien sûr. En soins infirmiers, un objectif terminal qui correspond à la compétence que j'ai illustrée un petit peu plus tôt, là, juger, l'étudiant sera capable de juger des interventions prioritaires selon des situations personnalisées.
Oh, être capable de juger, c'est le jugement clinique ici, là. Objectif terminal. Mais pour y arriver, on a des objectifs intermédiaires dans le plan de cours. L'étudiant devrait être capable d'interpréter une situation en vue de faire les liens, etc. Interpréter une situation en vue de transmettre de l'information. Appliquer une ordonnance médicale ou un protocole selon une situation clinique. Ce serait intéressant que je vous demande tout de suite quels sont les niveaux taxonomiques de ces exemples-là, hein? Ça pourrait être intéressant. Mais justement, vu qu'on parle de taxonomie, je vais vous proposer un outil qui nous permet d'utiliser, de donner de la cohérence à ces objectifs-là dans leur sens individuel, tous ces objectifs-là, terminal et intermédiaire. Comment est-ce qu'on peut analyser et s'assurer de la cohérence et du sens et du niveau adéquat que nous choisissons d'écrire ici et de proposer à nos étudiants ici. Et un des outils que je vous propose, notamment dans un article de pédagogie collégiale de 2017, que vous trouverez dans la bibliographie, la médiographie que Mme Pelletier et Cormier vont vous proposer tout à l'heure, ça serait d'utiliser un outil que j'ai proposé en 2017 dans pédagogie collégiale, qui est le TAC, le tableau d'analyse et de cohérence. C'est la diapo suivante ou l'autre ensuite maintenant. Le TAC, ça se présente, c'est un outil de réflexion qui permet à l'enseignant d'analyser la cohérence interne de son plan de cours en mettant en colonne de gauche ses objectifs d'apprentissage, par exemple, ceux qu'on vient de voir tout à l'heure en nursing, là. Ces objectifs d'apprentissage, les objectifs intermédiaires, puis l'objectif terminal, et en colonne suivante, d'indiquer l'objectif, le niveau taxonomique. On peut utiliser celle de Bloom, c'est la plus connue, n'importe laquelle. Il suffit juste de convenir de quelle taxonomie on utilisera, mais d'utiliser donc une taxonomie pour nommer le niveau d'apprentissage, le niveau taxonomique qui correspond à chaque objectif, afin de vérifier si nous, comme auteurs du plan de cours, si on est d'accord avec ça. Est-ce que c'est bien ça que je veux? Est-ce que c'est bien un objectif de niveau compréhension, un objectif de niveau application, un objectif de niveau analyse ou d'évaluation? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ensuite, la colonne suivante, l'importance relative. Est-ce que c'est un objectif important, moins important, majeur, etc.? Et éventuellement, colonne 4, comment est-ce que je vais faire pour évaluer ça? Comment est-ce que je vais faire pour observer que mon étudiant aura atteint les objectifs de la colonne première? Voyez-vous? Cet outil-là est tout simple, mais il sert aux enseignants à, je dis méditer, c'est peut-être un petit peu excessif, mais pourquoi pas, de réfléchir à la cohérence interne. C'est pour ça qu'il s'appelle le tableau d'analyse et de cohérence. Est-ce que mes objectifs d'apprentissage pour ce cours-là sont cohérents et est-ce qu'ils sont au bon niveau? Est-ce que c'est bien ça que je veux? Ça permet de réfléchir et je pense que c'est un outil qui peut être précieux. Bien. Alors, j'abrège là-dessus pour aller à la suite. Clarifions là. Tantôt, je vous ai proposé que les compétences nous viennent de l'extérieur de l'école et que nous, comme pédagogues, nous articulons le développement de ces compétences avec des activités d'apprentissage ou au moyen d'activités d'apprentissage que nous allons créer. Alors, si on parle d'évaluation, j'abrège là-dessus, bien sûr, disons clairement qu'à l'échelle d'un cours, on évalue des apprentissages. On n'évalue pas des compétences, on évalue des apprentissages dans un cours. Alors qu'à l'échelle d'un programme, on va évaluer des compétences. Vous vous rappelez de la diapo qui est la 13, la diapo qui nous dit que la compétence se développe sur plusieurs cours, souvent. Ce n'est pas nécessairement une compétence, un cours, c'était
Au début, on a essayé ça, ça ne marche pas. Il y a des compétences qui vont demander 3, 4, 5, 6 cours. Dans certains programmes techniques professionnels, c'est connu qu'il y a des compétences, puis on va parler de logigramme de compétences tantôt, plus tard. Il y a des compétences qui se développent sur les 3 ans de formation technique. Vous savez ça. Donc, à l'échelle d'un programme, on évalue des compétences. Diapo suivante. Qui parle? Mais pour vraiment clarifier, là, qu'on visualise clairement de quoi on parle quand on parle de compétences venant de la société et de pédagogie qui viennent du collège, alors on voit ceci. Lorsqu'on lit des compétences, c'est l'employeur qui parle, c'est l'université, c'est la société qui parle. Lorsqu'on lit des objectifs d'apprentissage, c'est le prof qui parle. Ça paraît simpliste. La diapo suivante est encore plus simpliste, mais ça résume tout. Et ça place les choses. Lorsqu'on lit les compétences, c'est la société qui parle et qui donne un mandat à l'école. Lorsqu'on lit les objectifs d'apprentissage, c'est l'école qui parle. J'ai pensé, moi, que ces distinctions-là nous permettent de visualiser clairement qu'est-ce qu'il y en est de la distinction entre le concept de compétence et l'origine des compétences et le concept d'activité d'apprentissage et notre responsabilité comme pédagogue dans les objectifs d'apprentissage pour donner suite au mandat que nous recevons. J'espère que ça ici, là, et les diapos précédentes ont pu vous permettre de visualiser les choses. Et ça nous amènerait, tout ça, est-ce que je suis trop tôt, Madame Prudhomme? Ou je suis dans les heures, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Il est 9h42, Monsieur Hall. Nous avions prévu arriver à l'exercice à 9h40, donc je vous proposerai qu'on le fasse brièvement. Wow. Bon, ben oui. allons-y, on est proche du timing. Oui, je voulais vous proposer un exercice à tout le monde. Bon, évidemment, vu que nous sommes un peu plus que 10 dans la salle, apparemment, on ne pourra pas le faire comme je l'avais prévu avec 2 partenaires, partenaire A et les partenaires B, mais pour les fins de l'exercice, je vais proposer à Mme Prudhomme de se constituer partenaire A, c'est-à-dire jouer le rôle de société. Alors, Annie-Claude, Mme Prudhomme, je vous laisse la parole pour l'organiser. Allons-y. Donc, j'incarne donc la société qui éprouve un besoin. Donc, je vais y aller avec l'exemple que vous nous aviez proposé, Monsieur Howe. Nous sommes en période pandémique, tout de même en déconfinement. Le tourisme peut éventuellement reprendre. Donc, on va prendre un exemple de l'industrie touristique. Disons que nous avons besoin comme société de techniciens en tourisme qui aurait la compétence de gérer un événement touristique régional et ça devrait se faire en toute saison, donc 4 saisons, bien sûr, puisqu'on est au Québec et ça doit se faire, ça peut se faire n'importe où. Au Québec aussi, donc une certaine idée de mobilité ici. Et ça englobe des responsabilités. Un technicien en tourisme qui sont par exemple la publicité, le recrutement, la gestion budgétaire, la reddition de comptes, gestion des ressources humaines. Donc, plusieurs compétences. Je m'adresse à vous qui incarnez l'école. C'est bien ça? L'école. On pourrait en profiter pour présenter la diapo suivante, d'ailleurs, Madame Girard. Oui, tu sais, la consigne que Madame Prudhomme vient de proposer s'inscrit dans la partie 2 de la diapo, la partenaire B. Qu'est-ce que mon étudiant a besoin d'apprendre, pour développer la compétence que Madame Prudhomme vient de verbaliser? Alors, vas-y, allez-y, Mme Prudhomme. Est-ce qu'on a un temps limité, 10 minutes peut-être? Je vous proposerais, M. Howe, étant donné la quantité de questions pertinentes dans le clavardage, qu'on devance la période de questions vers 9h48. Donc, dans 3 minutes, si on pouvait passer aux questions, si vous estimez que c'est possible. OK, pas de problème. Pas de problème.
est-ce que je comprends qu'on prend la relève sur les questions? C'est ça, là, ici, là? Nous Oui, pourrions parce que, compléter l'exercice en quelques minutes. Là. Nous avons au en moins 3 quelques minutes pour minutes, le compléter. Oui, tout à fait. alors, ce qu'on comprend, c'est qu'on suggère, on demande aux participants de visualiser, d'imaginer un objectif d'apprentissage terminal, intermédiaire peut-être, mais peut-être terminal, hein. Un objectif d'apprentissage qui pourrait être lu dans leur plan de cours et qui serait de nature à développer la compétence que vous avez verbalisée tout à l'heure. C'est ça? On a Tout à fait. Donc, je vais inscrire à nouveau la question dans le clavardage. Nous avons une première réponse, Monsieur Hart. L'objectif pourrait être d'élaborer un plan d'événement. Qu'est-ce que vous en pensez? oui, mais encore, à ce moment-là, si on voulait développer un objectif d'apprentissage qui soit terminal ou intermédiaire ici, on pourrait imaginer, vu l'étendue de la compétence, que ça pourrait être un objectif terminal. On pourrait imaginer des critères de performance. On pourrait imaginer des contextes de réalisation et évaluer, élaborer un plan d'événement au Québec, en tourisme régional, en équipe, seul, avec un budget de 1 000 $ ou avec un budget de 20 000 $, avec un financement, de l'autofinancement, des subventions gouvernementales, par exemple. Voyez-vous un petit peu, là? On peut ajouter, là, ici, là, pour développer le plan d'événement. Tout à fait. Puis, ce que je comprends, M. Hart, c'est que vous ajoutez des précisions sur les ressources, le type de ressources qui peuvent être mobilisées, puis dans quel contexte, surtout, on peut le faire. Oui, on visualise la colonne de droite, entre autres, dans le devis ministériel, la colonne de droite qui est intitulée « Les standards ». Puis c'est là-dedans, le ministère a déjà prévu de nous suggérer des pistes de critères de performance, de conditions de réalisation. Ça devrait être, au besoin, intégré dans l'objectif terminal ici pour la clarifier puis compléter de façon à ce que l'étudiant comprenne que oui, développer un plan promotionnel, c'est bien. Peut-être que ce n'est pas suffisant. On a besoin peut-être de mettre de la couleur autour de ça, mettre des balises autour de ça. Et c'est ça ce qu'on appelle les conditions de réalisation, les critères de performance et les niveaux aussi, ce que le ministère appelle des standards, avec raison d'ailleurs. Ce sont des standards. À quel Monsieur Hart, nous standard? avons justement des exemples qui vont dans ce sens, dans le clavardage, si vous Bravo, permettez. oui. On a ici planifié efficacement toutes les étapes de la réalisation d'un événement touristique. Quelqu'un d'autre propose définir, circonscrire ce que c'est qu'un événement, décliner les étapes, les ordonner. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, vas-tu définir, circonscrire, là? Moi, j'appellerais ça un objectif intermédiaire qui nous amènerait à celui de Raphaël Lessard, qui est excellent, planifier efficacement toutes les étapes. Ça, moi, je verrais très bien ça comme un objectif terminal d'un cours. Très bien. Super. Mais effectivement, en amont, on a besoin de définir, circonscrire de quoi il s'agit, de décliner les étapes. Ce serait des apprentissages intermédiaires tout à fait pertinents, très intéressants. Il y a des gens compétents dans la salle, hein? Les questions abondent. Souhaitez-vous qu'on passe maintenant à la période de questions? Bien, on pourrait, bien sûr, oui. Parfait. Donc, là, je vais y aller. Vous allez résumer, oui? Oui, effectivement, je vais tenter un résumé pour aborder les questions les plus récurrentes et les plus directement en lien avec notre sujet. Donc, pour commencer, ça nous ramène à la question du développement des compétences sur 2 ou 3 années du programme. Oui. Nous avons la question suivante. Que pensez-vous de l'association de 3 à 6 compétences pour un seul cours de programme? Et que pensez-vous quand une compétence est associée à de nombreux cours étalés sur 3 années, si on parle d'un programme technique? Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible si c'est pertinent, si le comité de programme, pas juste les profs, là, mais en amont, si le comité de programme trouvait pertinent de déployer le développement de plusieurs compétences dès la session 1, par exemple, d'un programme. Puis là, il peut y avoir des compétences de nature affective, des compétences de nature savoir-faire, de savoir. Imaginons, là,
Imaginons que le comité de programme décide qu'en première année, on commence par un cours d'anatomie ou de biologie, en même temps qu'on a des cours de formation spécifique qui donnent le vocabulaire, qui placent le vocabulaire, en même temps que le même prof ou le même cours sont appelés à insister sur des compétences de savoir-être, les attitudes, la posture d'éthique, etc. Bien, voyez-vous, là, juste là, je viens de nommer 3 possibilités, 3 axes de compétences qui pourraient être distinctes dans le devis ministériel, mais le collège pourrait décider, dans le comité de programme, dans la planification du cours, du programme, de combiner certaines compétences dans certains cours. Maintenant, c'est sûr qu'il faut étaler le tout. Là, on va parler de didactique, on va parler de pédagogie. L'étudiant ne peut pas développer 3, 4, 5 compétences dans un même cours de 45 heures ou de 75 heures. Alors, on va développer ça sur plusieurs sessions, quitte à ce que certaines compétences soient déclarées atteintes en cours de route, disons en session 2, en session 3, mais on continue le développement de d'autres compétences en session 3, 4, 5, etc. Tout est possible. Tout est possible. C'est vous qui décidez de ça, là. Oui, cette question-là, elle est récurrente, M. Hall. Quelqu'un d'autre demande quelle est la logique de progression qu'on devrait appliquer pour le développement d'une compétence sur plusieurs cours. Devrait-on y aller avec des familles de situations, un niveau de complexité croissant? Comment vous voyez ça? Ben oui, alors pour le niveau de complexité croissant, ça va de soi. Je pense que tout le monde va être d'accord qu'on commence par le début, on commence par l'appropriation, ensuite de ça de l'intégration, ensuite de ça de l'enrichissement. Ça, c'est de la pédagogie que tout le monde maîtrise, là. Hein, ça va de soi. Mais en même temps, on y va de façon graduelle. Les cycles pédagogiques qui sont bien connus de tous, ces cycles pédagogiques-là s'appliquent non seulement dans un cours, dans une même session, dans une salle de classe, mais c'est un travail d'équipe. Dans une même session, il peut y avoir 6-7 profs qui sont impliqués dans un programme, vous le savez, mais en même temps, il y a plusieurs profs et plusieurs cours dans les sessions, et tout ça ensemble doit être articulé, attaché, harmonisé, clarifié. C'est d'ailleurs pour ça que la partie 2 avec Mme Pelletier et Mme Cormier va vous parler du déploiement des compétences dans un logigramme de compétences, puis éventuellement, donc, tout de suite après, dans un logigramme de cours, pour répondre à ces questions-là. Puis ça, c'est le comité de programme, l'équipe qui fait ça graduellement, mais tout est possible. Est-ce que je résume ou je suis à côté, là? Non? Je pense que vous êtes tout à fait dans la lignée de ce que je vois dans le clavardage. OK. De façon complémentaire à ces questions, il y en a plusieurs sur l'évaluation des compétences. Je sais que vous êtes un expert sur le sujet. C'était moins le sujet de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, je ne les poserai pas toutes, mais je vais quand même vous lancer celle-là si vous voulez bien. Comment assurer l'évaluation d'une compétence qui est fragmentée, c'est le terme qui est utilisé ici, ou déployée peut-être sur plusieurs cours? Qui évalue la compétence dans son entier? Et comment assurer une mobilisation efficace des savoir-faire acquis antérieurement? Alors, n'oubliez pas que je vous ai présenté tantôt 2 choses, là. À l'intérieur d'un cours, on évalue des apprentissages. Dans le cadre du programme, on évalue des compétences. Ceci étant dit, est-ce que je peux demander à Mme Girard de nous ramener à la diapo 15? Mme Girard, c'est possible, la 15? Oui, je pense que c'est ça. Moi, à l'écran, j'ai un bloc de discussion qui masque la diapo. Est-ce que ça se déplace, ça? Est-ce qu'on peut la passer de côté? Parce que j'aimerais ça voir la diapo 15 tout seul. Est-ce que tout le monde à l'écran a une superposition de la discussion? Non, malheureusement. Non? Ah, OK. Bon, ben, OK. Donc, c'est moi qui je suis seul, ben, en tout cas. Alors, visualisons le prof qui donne le cours 204. Est-ce que tout le monde le voit bien, le cours 204? Bon. On sait que l'évaluation des apprentissages partiels se fait
c'est-à-dire l'évaluation du développement de la compétence, se fait partiellement pendant et au terme du cours 202, pendant et au terme du cours 203. Donc, l'objectif terminal du cours 202, visualisons, là, pour répondre, c'est important ici, là, visualisons que l'objectif terminal du cours 202 sera de nature à présenter les apprentissages durables et intrinsèquement utiles du cours 202, mais qui correspondront à une partie de la compétence LIMET. Je m'excuse, c'est masqué pour moi, là, mais je l'ai papier, heureusement. La même chose avec le cours 203. Dans le cours 203, des objectifs intermédiaires, l'objectif terminal vont annoncer des apprentissages durables et intrinsèquement utiles au terme de ce cours-là, mais ça va correspondre à une partie de la compétence limite. Là où c'est intéressant, pour répondre à la question de la personne, c'est le prof qui va donner le cours 204. L'objectif terminal du cours 204 pourrait-il, moi je vous lance une autre question, mais la réciproque, hein? L'objectif terminal du cours 204 pourrait-il correspondre à l'énoncé de compétences limites? Hein? Tout à fait. On va devoir s'arrêter ici on devrait par une question. La réponse devrait être oui, je l'espère. Julie, une dénommée Julie qui dit je l'espère. Ben oui, ça va de soi. Ça va de soi. Voyez-vous un petit peu, alors ça répond un peu à la question. C'est au terme du cours 204, parce que vous avez décidé que le 204, c'est la fin du parcours du développement de la compétence LIMET. Donc, l'objectif terminal devrait correspondre à l'esprit de la compétence LIMET. Merci beaucoup, M. Hall. J'aimerais tellement Nous devons nous arrêter ici, mais nous gardons les questions en banque. Oui. Nous allons prendre une courte pause avant la suite de l'activité. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présentation. Et est-ce que vous acceptez de rester avec nous pour la suite? Avec plaisir, avec plaisir. J'apprécie Mme Élise Ballot qui dit c'est fantastique, merci. Nous nous retrouvons dans 2 minutes, donc pour la deuxième partie qui commence à 10 heures. À tout de suite. À tout à l'heure. Alors, où en sommes-nous? Nous allons mettre le webinaire sur pause, le temps de prendre la pause. Donc, on va réouvrir nos micros dans 2 minutes.
Nous allons bientôt commencer la deuxième partie du webinaire. Alors, nous amorçons la deuxième partie du webinaire, l'actualisation locale des programmes d'études centrés sur le développement des compétences, une approche concertée pour favoriser la réussite. Déjà plusieurs éléments mis en place pendant la première partie. Merci encore à M. A pour la présentation des concepts fondamentaux de l'approche par compétences. En lien avec la réussite, on voit bien l'importance de cette planification pour un développement progressif des compétences, le lien avec les pratiques à impact élevé recommandées dans le rapport de la Fédération des cégeps publié cet automne est bien visible, l'importance d'une progression réaliste pour les étudiants. Il nous reste maintenant à réfléchir à la manière d'aborder ces questions en équipe. Tout ça demande énormément de concertation, énormément de réflexion en équipe programme pour arriver à des programmes cohérents, pertinents, réalistes. C'est donc avec plaisir que j'accueille Madame Isabelle Pelletier, au cégep régional de Lanaudière. Madame Pelletier exerce le rôle de conseillère pédagogique. Elle est dans le milieu collégial depuis plus de 25 ans. Elle a occupé plusieurs fonctions, dont enseignante en technique de physiothérapie. Madame Pelletier a accompagné plusieurs équipes dans un processus d'actualisation de programmes et elle poursuit actuellement des études de deuxième cycle en éducation. Bienvenue, Madame Pelletier. Madame Cormier, Linda Cormier, détentrice d'une maîtrise en éducation à l'UQTR. Elle œuvre dans le milieu collégial depuis plus de 30 ans. Enseignante tout d'abord en technique d'éducation à l'enfance, puis conseillère pédagogique également au cégep de Shawinigan, ce qui l'a amené également à accompagner plusieurs équipes, et elle continue d'ailleurs à le faire, plusieurs équipes dans le processus d'actualisation de programmes. Elle est chargée de cours à l'université également. Donc, c'est chaleureusement que je vous accueille toutes les deux et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de venir partager votre expérience. À vous la parole. Donc, bonjour à tous. Effectivement, on va aborder la question de la démarche d'actualisation locale des enjeux qui sont reliés. Donc, Isabelle et moi avons longuement échangé, partagé nos expériences. Et on a aussi eu l'opportunité de bénéficier d'un partage réseau rendu possible dans le cadre d'un cours Performa qu'on a offert à l'hiver passé. Donc, nous avons consolidé une proposition de démarche, identifié certaines conditions à mettre en place pour collaborer, pour optimiser le travail des équipes, favoriser la réflexion. C'est donc dans ce souci de partage-là qu'on est ici aujourd'hui. Je vais en profiter pour vous présenter, en fait, pour vous partager mon écran. Nous avons conçu un Geniali qui va, donc vous y avez accès, voici. Donc un Geniali, je vous informe tout de suite qu'il va être rendu disponible, qu'il contient de nombreuses ressources, textes, exemples d'outils structurants. Et donc, vous allez avoir accès à ce document-là. Je vais me charger du côté technique et Isabelle, à certains moments, se chargera de répondre à vos interventions dans le clavardage. Donc, on va commencer par faire des liens avec les concepts qui ont été exposés par M. A, pour ensuite présenter les 4 temps de la démarche, donc des étapes qu'on a regroupées en temps qu'on considère importants. Vous allez aussi, comme je le mentionnais tantôt, réagir à des petites mises en situation pour conclure finalement la présentation en vous demandant d'intervenir et de dégager certains principes que vous jugez importants de considérer dans vos actualisations. Donc, et de vous engager dans ce chemin que sont les actualisations,
un chemin parfois imprévisible, mais tellement riche pour le développement professionnel. Alors, je te laisse la parole, Isabelle, pour la suite. Oui, bien bonjour. En fait, si on va à la page suivante, Linda, on a vu un peu plus tôt que la présentation de M. Hart met en évidence l'importance d'un référentiel commun au regard de la notion de compétence et de l'approche centrée sur le développement de la compétence. Ce référentiel commun est au cœur de la démarche itérative que nous vous proposons ce matin. Démarche itérative parce que, vous allez le voir tout au long de notre présentation, on implique des allers-retours nécessaires entre les différentes étapes et c'est pourquoi on va y revenir souvent là, quand on va aller plus en profondeur dans cette démarche-là. Alors, le mandat que nous avons, en fait, avant la pause, on a exposé que le programme d'études constitue ni plus ni moins le mandat qui nous est confié au Cégep qui, dans ce mandat, contient les besoins exprimés par la société, le marché du travail, les universités, dépendamment du programme d'études, qu'il soit technique ou qu'il soit préuniversitaire. Les cégeps ont donc la responsabilité de traduire, d'interpréter ce mandat pour offrir aux étudiants un parcours de formation qui va être riche, dynamique et qui tiendra compte également de leurs besoins diversifiés pour apprendre. Alors, c'est pourquoi l'actualisation d'un programme d'études constitue un moment privilégié pour une réflexion didactique, pédagogique, qui s'appuie sur la concertation d'une approche en approche programme. Cette réflexion, elle prend donc appui sur la notion de compétence et elle est indissociable de la concertation qui l'accompagne. Pour nous, cette concertation-là va se traduire dans une démarche par des rencontres de toute nature, là, des rencontres notamment en fait avec le département, des rencontres avec le comité de programme et qui impliquera à différents moments, possiblement, bien certainement, les professeurs, mais aussi du personnel d'encadrement, des professionnels, pour construire une vision commune du nouveau programme et ainsi développer les nouveaux outils de programme à partir de ces réflexions pour qu'on puisse assumer collectivement les responsabilités qui nous sont confiées, en fait, et qui sont en lien avec les critères de qualité d'un programme d'études. Avant de poursuivre, avant d'amorcer, c'est-à-dire la présentation des étapes, il nous apparaissait important de revenir sur les critères de qualité d'un programme d'études. Ceux-ci sont présentés par la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial. Donc, on a parlé de pertinence, c'est principalement ce qui nous a été exposé en première partie. Donc, les choix qu'on a à faire, les ressources qu'on a à mobiliser en fonction du mandat qui nous est confié, mais aussi la cohérence, et c'est la principale partie, principal sujet de la deuxième partie. Donc, tout ce qui concerne l'articulation du programme, la valeur des méthodes pédagogiques aussi impliquées dans cette réflexion-là. Donc, on pense entre autres aux choix d'activités les choix de cours qu'on va faire. L'adéquation des ressources qui doit aussi être réfléchie, c'est-à-dire le nombre d'heures pratiques, qu'est-ce que ça a, quel impact ça peut avoir les choix sur l'ensemble des tâches, l'ensemble aussi d'aspects financiers. L'efficacité, donc la réflexion qui entourant la réussite des étudiants. Et quand on pense à une démarche d'actualisation, en ce sens-là, on pense à la réflexion essentielle qu'on doit avoir sur l'épreuve synthèse de programme, donc qui va témoigner que nos étudiants ont bel et bien atteint ou développé plutôt les compétences. Et finalement, la gestion du programme qui est au cœur de l'actualisation, donc tout ce qui concerne la collaboration, l'approche programme. Donc, ce sont des critères de qualité qu'on doit aussi avoir en filigrane tout au long de l'actualisation du programme.
Deuxième élément important avant de poursuivre, c'est la distinction qu'on doit faire, puis la distance qu'on doit prendre par rapport aux documents à concevoir. Ce qui va permettre de concevoir des documents. Quand on parle de documents, on parle entre autres de grilles de cours, de plans de cours. Ces documents-là seront possibles, seront rédigés adéquatement si on a fait la réflexion essentielle qui va guider les choix, qui va guider nos choix. Cette réflexion-là doit s'appuyer sur les étudiants qu'on a à former. Donc, plus riche sera la réflexion en mettant l'étudiant au cœur de nos décisions, plus facile et efficace sera l'élaboration des documents. Donc, c'est une fois que cette réflexion-là se fait en équipe, qu'on mobilise nos équipes, qu'ils se sentent concernés, que par la suite, les enseignants, les professeurs peuvent réellement s'engager dans le changement au regard de leur pratique, au regard des nouvelles stratégies d'enseignement, d'apprentissage, d'évaluation qu'ils vont mettre en place dans leur cours. Donc, voilà, sans plus tarder, on arrive au cœur de notre présentation qui comporte les 4 temps d'une démarche. Le temps, le mot qu'on a employé pour parler des temps de la démarche, ce n'est pas un mot qu'on a choisi au hasard. C'est un temps privilégié, c'est un temps précieux, un temps à consacrer pour notamment prendre le facteur humain dans le contexte d'une actualisation de programme qui implique une gestion du changement. Donc, les gens qui prennent ce temps-là doivent aussi être considérés dans cette action-là. Ce temps-là doit être aussi pris pour traduire le programme d'études en un programme de formation qui va faire sens pour l'étudiant. Alors, dans ce contexte-là, pour nous, le temps, et selon notre expérience à Linda et à moi, on est porté à penser que c'est raisonnable de penser que toutes les étapes qu'on vous présente vont s'échelonner sur environ 3 sessions. Donc, on les a finalement organisées en 4 temps qui est la planification mobilisatrice, l'exploration concertée, la conception alignée et la mise en œuvre réussie. À ce moment-ci, la façon qu'on va procéder, c'est qu'on va mettre par le biais d'une mise en situation le contexte de chacun de ces temps-là et par la suite, on va aborder chacune des étapes qui sont associées à ces temps regroupés. Et pour ce faire, on va solliciter aussi dans le clavardage, si vous avez envie de faire état de votre réflexion en lien avec la mise en situation, on vous invite à inscrire dans le clavardage ce à quoi ça fait appel parce que pour chacune des mises en situation, on va vous demander quel est l'enjeu qui est soulevé par cette mise en situation-là. Et pour nous, un enjeu, on entend quel peut être l'avantage ou l'inconvénient occasionné par cette mise en situation. Alors, sans plus tarder, Linda, on peut peut-être cliquer sur la première mise en situation. Je vais vous la lire et je vais vous laisser quand même quelques secondes de réflexion pour nous faire part dans le clavardage de ce qui peut vous venir en tête. Alors, l'équipe du programme se sent peu concernée par l'actualisation du nouveau programme. Certains professeurs se fient aux responsables de programme alors que 2 autres travaillent en silo sur des changements à faire à partir de l'ancienne grille de cours. Donc, selon vous, quels enjeux sont soulevés par cette mise en situation? Il y a beaucoup de choses qui ressortent, Linda, dans le clavardage. Je ne sais pas si tu le vois. Je vais te laisser prendre la relève puis voir pour qu'on puisse prendre en compte les commentaires qui sont soulevés. Donc, la planification mobilisatrice, c'est de placer en filigrane la collaboration entre les divers intervenants.
Parler de collaboration, c'est d'abord mettre les conditions pour la collégialité, c'est-à-dire travailler avec les forces de chacun, partager l'information. C'est aussi le respect des champs d'expertise de chacun, du conseiller pédagogique, des directions, des enseignants dans leur discipline et des univers disciplinaires, là, de la couleur de chacun des programmes avec lesquels on travaille. C'est se poser la question de comment chacun peut jouer son rôle, comment mobiliser, soutenir et faire en sorte que les enseignants s'engagent. Comment proposer une démarche tout en s'adaptant aux particularités et aux besoins. En fait, la première chose, c'est la préparation à la fois du conseiller pédagogique et du responsable de programme. On sait que le conseiller pédagogique joue un rôle important, tout comme le responsable, celui qui obtient le dégrèvement pour pouvoir coordonner l'ensemble des travaux avec le conseiller pédagogique. Mais c'est au départ une appropriation, une vision commune qui va permettre à ces gens-là de pouvoir assumer un leadership. Donc, s'approprier les documents ministériels, les documents institutionnels, les cadres de référence. Vous en avez une liste ici. Donc, tout ce qui concerne les documents soumis par le ministère, analyse de situation de travail, documents de la profession, les attentes des universités, les programmes d'études en tant que tels. Tout ce qui est institutionnel, tantôt on parlait des critères d'évaluation, donc la politique de gestion des programmes, la PIA, les autres documents ou mécanismes qui peuvent soutenir vos travaux et les cadres de référence. On a parlé beaucoup d'approches centrées sur le développement des compétences, mais on peut penser aussi à la réflexion didactique qui peut vraiment soutenir le questionnement pour identifier les ressources à mobiliser. On pense aussi au concept d'alignement pédagogique et les taxonomies, là, dépendant des choix que vous faites. On parle aussi de clarification des rôles. Et la clarification, elle a toute son importance parce qu'elle permet le respect de la frontière des rôles de chacun et par conséquent le sentiment d'efficacité des intervenants dans le processus. On parle aussi, en ce sens-là, de clarifier les processus décisionnels. Donc, on sait que les politiques balisent certains processus en cas de litige. Donc, les clarifier dès le départ évite, en fait, de créer de la confusion puis d'éviter des dérapes aussi. L'organisation du travail, la fréquence des rencontres, les suivis, tout ça est intéressant de pouvoir le clarifier, soit à l'aide d'un devis qui peut être soumis au comité de programme. Donc, il y a déjà des outils que vous utilisez dans vos programmes. Ici, je ne sais pas si on va bien voir, mais un devis qui va reprendre les étapes dans lesquelles vous pouvez noter, qui va permettre aussi d'identifier la responsabilité et les dates d'échéance. On parle aussi des modes de communication, de diffusion et de consignation de l'information parce que c'est au cœur de la collaboration. Si les gens ont toute l'information qui peuvent s'y référer en tout temps. Et tantôt, on parlait de réflexion qu'on doit, avant même de rédiger les documents, réfléchir ensemble, d'impliquer tous les intervenants dans cette réflexion-là. Donc, il peut être vraiment important de tenir un registre de toutes les discussions, des sujets qui ont été abordés, des décisions qui ont été prises. Et en ce sens, bien, ça assure lors des choix qu'on aura à faire, de pouvoir s'y référer aux besoins, mais aussi de pouvoir améliorer nos processus par la suite. L'animation des rencontres, on considère aussi que c'est important de le clarifier pour laisser
la possibilité aux responsables de programme de pouvoir intervenir sans être obligés de gérer les interventions. Donc, on suggère fortement que l'animation des rencontres soit faite par les conseillers pédagogiques. Je sais que dans certains établissements, ce sont les directions adjointes qui chapeautent ces processus-là, qui dans le fond, guide ces processus-là. Donc, peu importe, l'animation, autant que possible, devrait permettre l'intervention de tous les enseignants. L'échéancier des travaux, on en a parlé, et l'activation du comité de programme et parler des préoccupations. Je pense qu'on s'attarde rapidement à ce qu'on a à faire plutôt que de discuter de comment on va le faire puis comment on peut bien le faire. Parler des préoccupations, ici, on vous a proposé quelques questions qu'on peut soumettre aux équipes. Donc, qu'est-ce qui nous rendrait plus à l'aise pour faire l'actualisation? Qu'est-ce qui m'aiderait à me sentir écoutée ou pouvoir m'exprimer? Que peut m'apporter l'actualisation pour mon développement professionnel? Qu'est-ce qui aiderait à progresser comme équipe pendant cette actualisation-là? Autant de questions qui pourraient justement alimenter des échanges et mettre les jalons de la collaboration. En comité de programme, il est important rapidement aussi de parler de la trajectoire, des principaux éléments du nouveau programme et des cadres de référence. Alors, pour revenir à la mise en situation, évidemment, si les gens se sentent peu concernés dès le départ, cette réflexion-là, elle ne sera pas possible. Puis c'est normal que les gens se dégagent de la responsabilité ou encore qu'il y ait des gens qui travaillent en silo. Alors, à toi maintenant, Isabelle. Alors, si on va à la deuxième mise en situation, Linda. Donc, pour aborder l'exploration concertée, je vous soumets une autre petite histoire. Alors, lors de l'analyse des compétences, une équipe programme réalise que pour certaines compétences, les contenus essentiels identifiés sont trop nombreux et complexes. Ils ne semblent pas à la portée des étudiants et étudiantes. Ceux-ci vont au-delà des exigences du programme de formation. Alors, selon vous, dans le clavardage, si vous voulez nous faire part, quels sont les enjeux qui pourraient expliquer cette situation-là? Je vous laisse quelques secondes. Donc, si on regarde un peu plus en avant l'exploration concertée, je vais revenir sur la mise en situation, mais avant, je voudrais vous parler davantage de des étapes qui sont sous-jacentes à l'exploration concertée. Dans cette période de temps-là, l'équipe programme, incluant dès ce moment-ci les disciplines contributives. Quand on parle d'une actualisation, quand on dit que c'est important de mettre au jeu tous les acteurs, on peut avoir le réflexe d'avoir les enseignants de la discipline porteuse, mais c'est important dès ce moment-ci d'impliquer tous les enseignants, y compris les enseignants des disciplines contributives. Alors, c'est à cette étape-là où on les convie à une réflexion pour dégager une vue d'ensemble du programme. En ce qui concerne le profil, eh bien, dès le départ, une réflexion sur le profil de sortie peut permettre de délimiter les contours de l'étudiant que nous souhaitons former. Alors, comment voyons-nous cet étudiant-là qu'on considère, qu'on souhaite en fait compétent et à qui on peut faire confiance quand il terminera son parcours? Quel
quelle couleur locale on voudra donner aussi à la formation de cet étudiant-là. Donc, vous avez ici des questions qui peuvent permettre d'enrichir les échanges à l'égard du profil de sortie. De quoi serions-nous le plus fiers en côtoyant cet étudiant ou ce diplômé-là dans une université ou dans un milieu de travail? On a mis à l'intérieur de cette section-là certains outils qui vont alimenter les échanges en lien avec le profil de sortie. Vous allez y retrouver les qualités d'un profil de sortie. Vous allez y retrouver également un article de Mme Otis en lien avec ce sujet-là. Aussi, à partir de l'ébauche de ce profil de sortie-là, l'équipe est conviée à élaborer les orientations de l'épreuve synthèse. Donc, en fonction du portrait de l'étudiant qui arrive au terme de ses études, quel type d'épreuve va permettre d'attester l'atteinte des apprentissages essentiels? Quel type d'épreuve pourra prendre en compte la capacité de l'étudiant à faire face à des situations réelles, à résoudre des problèmes et à assumer des tâches complexes? Donc, ce type d'épreuve-là doit s'inscrire naturellement en cohérence avec le programme et aussi avec le profil de sortie. Et finalement, en fait, quand on voit l'analyse globale de chaque compétence, c'est une étape de réflexion fondamentale pour faire ressortir de manière globale les ressources essentielles qui sont rattachées à la compétence et qui vont permettre de valider la pertinence du profil de sortie et les orientations de l'épreuve synthèse qu'on a réfléchi dans un premier temps. Et c'est la raison pour laquelle au milieu, on y a mis un cercle avec la flèche. C'est vraiment pour qu'on voit, même si je vous les ai présentés de manière linéaire, qu'on voit qu'il y a quand même un mouvement qui va s'effectuer à ce moment-ci pour justement faire un certain aller-retour entre l'idée de départ qu'on se sera fait de l'étudiant, entre les orientations qu'on voudra prendre pour l'épreuve synthèse et finalement la compréhension globale de la compétence. Est-ce qu'elle permet de valider ces premières réflexions-là qu'on aura fait? Donc, l'analyse globale de chaque compétence tiendra compte de son niveau de difficulté, de ses liens avec les autres compétences. On pourra dégager aussi des formules pédagogiques à privilégier. On dégagera aussi certainement des objets d'apprentissage essentiels et même des types d'évaluation qu'on pense qui seront à privilégier. Alors, à cet égard-là, ce qu'on voit à l'écran, même si peut-être ce n'est pas super clair, on a mis un outil structurant auquel vous aurez accès, qui est un exemple de gabarit d'analyse de compétences. Donc, si en terminant, par exemple, je fais un retour sur la mise en situation, on peut relever que dans cette mise en situation-là, l'analyse qui s'est faite pouvait peut-être davantage s'attarder au lien entre les compétences et son niveau de difficulté pour éviter de développer des contenus essentiels qui vont au-delà de ce que nous avons comme information sur la compétence. Donc, voilà, Linda. J'aimerais ajouter, parfois, il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi on ne travaille pas tout de suite le plan cadre, puisque c'est des réflexions similaires. Mais là, on est en train de regarder de façon globale pour que les compétences puissent être bien comprises par l'ensemble des membres du comité de programme. Donc, ce n'est pas d'aller vraiment en profondeur de façon exhaustive, là, mais vraiment de façon de regarder le contour de la compétence, de regarder par rapport aux autres compétences. Puis, cette réflexion-là va servir lors de l'élaboration du plan cadre. Et j'ajouterais aussi qu'à cette étape-ci, c'est la raison pour laquelle la travailler en équipe programme ou en comité de programme, c'est un moment clé pour que l'ensemble du corps professoral puisse développer une compréhension commune et non pas une compréhension segmentée, plus en lien avec
un niveau d'aisance avec certaines compétences par rapport à d'autres, mais pour avoir une compréhension commune de la trajectoire d'un programme d'études. Donc, on passe à la troisième étape, la conception alignée. Alors, Isabelle, je t'invite à... Et voilà, donc pour aborder cette étape-là, en fait, la mise en situation nous dit au terme de la conception de la grille de cours, l'équipe programme constate qu'à la session 3, l'étudiante sera mise en contact avec 3 nouvelles compétences particulières et qu'un cours contient des contenus pour lesquels des prérequis de biologie sont nécessaires, mais que le cours associé à biologie est situé à la session 5. Alors, selon vous, quels sont les enjeux soulevés par cette mise en situation-là? Donc, on vous laisse un petit peu de temps de réflexion. Donc, Annie-Claude, est-ce qu'on est toujours dans les temps? Absolument. Vous êtes pas seulement dans les temps, vous êtes pile dans les temps. Merci. Donc, on arrive à la conception alignée lors des choix, mais des choix qui vont faire du sens. Dans la première partie, M. Hall nous a parlé des limettes et des citrons. On y arrive, donc le logigramme de compétences qui signifie la vue, le déploiement des compétences à partir des analyses qu'on a fait et des liens entre les compétences dans le parcours de formation de l'étudiant. Donc, on pense entre autres à la place de la compétence, la fréquence d'exposition, les liens entre les compétences. Donc, avec les analyses qu'on a faites, ça devient beaucoup plus facile de pouvoir les organiser dans le temps et de voir justement la possibilité de présenter aux étudiants des compétences particulières le plus rapidement possible dans le parcours pour que le programme en soi fasse du sens à l'étudiant, donc contribue à son orientation. En ce sens, on vous a proposé des exemples que j'ouvre rapidement, là, si je réussis. Donc, on voit ici justement un logigramme qui a été conçu pour un programme de soins infirmiers. Je sais que vous ne voyez pas très bien ce qui est écrit, mais quand vous pourrez consulter le document, là, vous serez capable de vous y retrouver. Les compétences ont même été regroupées par catégorie et on voit les liens là, qui ont été faits. On voit aussi un autre modèle qui est préuniversitaire. Je sais que vous avez tous vos outils pour les concevoir. C'était de vous permettre de voir qu'il est possible de les faire de différentes façons. Donc ici, avec cette plateforme-là, on réussit à pouvoir les regrouper par discipline, mais l'important, c'est d'y faire des liens significatifs entre les compétences, que ce soit des liens par rapport aux contenus qui sont abordés, aux apprentissages abordés, ou encore par rapport aux méthodes pédagogiques qui sont développées, aux évaluations aussi qui sont proposées. Donc, c'est d'avoir une vue d'ensemble et ça va permettre évidemment peu importe l'intervenant qui a participé ou non aux travaux, de voir toute la logique qu'il y a derrière la conception du programme. Et en ce sens-là, j'avais aussi un autre outil à vous proposer pour votre réflexion qui est un portrait de l'étudiant à chaque étape de formation. M. A a présenté ces étapes-là sous la forme d'une compétence à développer à l'intérieur d'un cours, mais il est possible de le réfléchir aussi pour l'ensemble d'un programme d'études, à partir d'habiletés, de compétences, à partir du profil général qu'on a élaboré, et dire comment je conçois mon étudiant
à sa première année de formation, à sa deuxième année, qui va faire en sorte que ça va être une progression continue des compétences pour qu'ils puissent réussir l'épreuve synthèse de programme. Donc, le logigramme de compétences devient un outil de concertation qui va aussi soutenir l'élaboration de la grille de cours. Quand on arrive à l'élaboration de la grille de cours, ça devient des choix de plus en plus pédagogiques. Pas de plus en plus, les autres l'étaient aussi, là, mais on a à penser les activités pédagogiques. En ce sens, on peut prendre appui sur certains écrits, notamment Poumé, qui présentent des choix d'activités à impact élevé et qui vont tout à fait dans le sens du rapport qui a été soumis par la Fédération en juin 2021 sur les pratiques à impact élevé, que ce soit par rapport à l'enseignant dans sa classe, que par rapport au sens du projet de façon générale. Donc, vous avez le rapport de la Fédération sur les pratiques à impact élevé que vous pourrez consulter. Ce qu'on retient comme élément important, entre autres, c'est d'utiliser des situations authentiques pour rendre l'étudiant actif, engagé dans son collège, son programme, ses cours. En ce sens, on réfléchit à des stages, des activités professionnelles, des projets, des conférenciers, des témoignages, des séminaires, des formules d'alternance. Flexibiliser la formation. Flexibiliser, on peut intégrer dans notre réflexion les pédagogies inclusives. Comment on pourrait donner des choix aux étudiants, prévoir des périodes mobiles, ouvertes. Est-ce que c'est possible de décloisonner les disciplines ou encore d'offrir des activités permettant du co-enseignement? Ensuite, on a à choisir des ressources utiles et les méthodes alignées pour la progression. Donc, expliciter les liens entre les compétences va être nécessaire. On le fait par le biais du logigramme, mais il faut continuer à le penser aussi à l'intérieur des activités qu'on va offrir. Favoriser l'apprentissage à partir de réseaux de personnes, de collaboration, donc prévoir des cours avec des périodes pratiques, des périodes de travail d'équipe, pouvoir identifier peut-être des activités avec des amis critiques pour favoriser la métacognition, pour favoriser aussi l'auto-évaluation. Prévoir des colloques. Donc, intégrer aussi, prévoir de la rétroaction tout au long de la formation dans les cours qu'on va offrir aux étudiants. Est-ce qu'on est capable déjà d'identifier des moments clés où on pourra donner une rétroaction qui l'amène vers l'épreuve synthèse de programme? Puis, d'évaluer des traces à travers des critères qui sont communiqués aux étudiants, revenir rapidement sur ce qui sera évalué au terme de leur formation. Donc, pour ce qui est je vais revenir ici, à l'heure des choix. Donc, on a parlé de la grille de cours, mais on a aussi à réfléchir sur le partage des responsabilités au regard des compétences. Quand une compétence se retrouve dans plusieurs cours, il faut que les enseignants puissent échanger puis se concerter pour assurer la progression. Et la table de correspondance qui fait en sorte qu'on pourra assurer un cheminement pour des étudiants qui vont avoir à vivre deux parcours, soit deux grilles de cours. Ici, on vous a intégré le tableau dans lequel on avait indiqué là, comment on peut donner du sens au projet de formation. Ça apparaît dans le rapport de la Fédération, donc ça a déjà été mentionné dans ma présentation. Alors, je reviens à la mise en situation au terme de la conception de la grille de cours. L'équipe programme constate que la session 3, l'étudiant sera mis en contact avec 3 nouvelles compétences.
et qu'un cours contient des contenus pour lesquels des prérequis de biologie sont nécessaires. Donc, on comprendra ici que si on a bien réfléchi à la logique de développement des compétences, qu'on les a intégrées dans des activités qui font du sens aux étudiants, bien évidemment, on va éviter que se produisent de telles situations. Donc, finalement, pour aborder le 4e et dernier temps de la démarche proposée, voici la dernière mise en situation. Le comité de programme rédige les plans cadres de la première session. Toutefois, des changements majeurs surviennent au sein de l'équipe programme, dont l'arrivée d'une nouvelle conseillère pédagogique et de 2 professeurs qui n'ont jamais participé à des travaux d'actualisation. Alors, encore une fois, au clavardage, comment le comité de programme peut-il assurer la conduite des travaux dans un esprit de continuité? Alors voilà, dans en fait, la mise en œuvre réussie et le lien avec la mise en situation présentée, en tout cas en ce qui me concerne, dans mon expérience, est très réaliste et m'est arrivé dans l'accompagnement des équipes. Et c'est donc dire combien c'est important de se préoccuper des traces, qu'on conserve des réflexions qui se sont effectuées tout au long, parce qu'à ce moment-ci, c'est là où on va devoir en fait mettre en forme toutes ces réflexions-là et avec aussi la mise en œuvre de la nouvelle grille qui s'en vient. Donc, l'ensemble des documents descriptifs d'un programme sont finalisés davantage à cette partie-ci de la réflexion ou enfin de la démarche qu'on vous propose. Et ils sont finalisés dans le but d'être intégrés soit dans un cahier de programme, soit dans un projet de formation ou encore un rapport d'actualisation, parce que je sais que selon les cégeps, il y a vraiment plusieurs appellations là, qui permettent de consigner toutes les informations utiles sur un programme d'études et sa mise en œuvre. Donc, à l'intérieur de ces documents-là, on va retrouver naturellement le profil de sortie dans sa version finalisée, l'épreuve synthèse de programme, le logigramme, la grille de cours, les plans cadres et c'est en soi ce qui constitue le cahier de programme. Mais c'est aussi dans cette période que vient le temps de produire, en fait, ou que vient le temps de réfléchir à l'étape qui va suivre l'actualisation, c'est arriver dans la période de vie, de mise en œuvre. Il y a une collecte de données qui va devoir se faire pour, par la suite, entrer dans un cycle de gestion des programmes qui parle d'évaluation et de révision. Donc, on va réfléchir aux différents types de données qu'on veut recueillir, que ce soit des données perceptuelles, des données de cheminement, des données descriptives. Donc, s'il y a des questionnaires destinés aux étudiants, des questionnaires destinés aux enseignants qui vont devoir être ajustés ou élaborés, dépendamment si c'est existant ou non. Et aussi, au terme de ces travaux-là, on va mettre en œuvre la nouvelle grille et l'équipe programme va certainement sentir le besoin de se réunir soit à la fin d'une session, à la fin d'une année et tout au long de la mise en œuvre de cette grille-là pour faire un bilan d'implémentation. Ces éléments-là sont souvent indiqués dans vos politiques de gestion des programmes, mais on le porte à votre attention aussi parce que ça va permettre de faire l'analyse des bons coups, mais aussi
prendre en compte les éléments qu'on souhaite ajuster pour avoir une mise en œuvre réussie. Et à ce compte-là, on pourra donner des orientations en vue d'améliorer continuellement le programme et ça prendra forme à l'intérieur d'un plan d'action. C'est sûr que ça pourra nous amener à revoir certains éléments des documents descriptifs, mais dans l'objectif d'améliorer l'expérience ou enfin dans l'objectif ultime de favoriser la réussite des étudiants. Et indéniablement, je vous dirais, dans ce contexte-là, si ce n'est pas arrivé avant, survient finalement une question qui arrive fréquemment quand on est à rédiger les plans cadres. Et la question est en lien avec l'autonomie. Souvent, les équipes enseignantes me disent « Mais oui, mais qu'en est-il de l'autonomie professionnelle des professeurs? » Quand on rédige des plans cadres, la question que je me fais souvent poser, c'est si j'écris ça dans mon plan cadre, est-ce que je viens brimer l'autonomie de mon collègue qui va par la suite prendre en charge ce cours-là? Mais Linda et moi, on est d'avis que l'autonomie professionnelle, ça s'exprime sur 2 niveaux. Il y a des décisions qui vont se prendre par une équipe professorale, donc une équipe programme, le comité de programme, à l'égard d'une vision commune d'un parcours de formation. Et cette vision commune-là permet le partage de la responsabilité à l'égard des 6 critères de qualité d'un programme d'études qui, pris en charge de manière individuelle, apparaît souvent trop grande. Alors, de pouvoir avoir une vision programme, pour nous, c'est le premier degré d'autonomie professionnelle qui s'exprime. Et le deuxième niveau en lien avec l'autonomie professionnelle est bien sûr, à la suite de la rédaction du plan cadre, la prise en charge par un enseignant validé par son département de la rédaction du plan de cours sur une vision de comment va se vivre finalement les apprentissages sur 15 semaines. Et c'est là où on peut remettre à profit ce que M. Hart a présenté tantôt, le tableau d'analyse de cohérence qui pourrait être mis à profit dans la rédaction du plan de cours pour bien définir ou enfin avoir un regard sur une session complète des étapes d'apprentissage, des objectifs d'apprentissage pour atteindre l'objectif terminal qui aura été déterminé. Donc, on revient à nos 4 temps de l'actualisation d'un programme d'études. Certaines choses qu'on n'a peut-être pas nécessairement dit, mais d'abord que la planification mobilisatrice, elle se prépare. On n'est pas obligé d'attendre le document ministériel pour préparer une équipe et mettre les conditions gagnantes à la collaboration. Aussi, quand on parle de conception alignée, il est important de mettre à profit toutes les ressources que vous avez dans votre établissement, qu'on pense au REPTIC, au REPFRAN, au REPCAR, conseiller aux mesures adaptées. On n'a pas mis nécessairement l'accent sur la formation générale, mais elle doit être impliquée. Chacun, vous avez vos modes de fonctionnement. Certains, c'est des comités de la formation générale, d'autres, c'est des membres délégués sur les comités de programme, mais ils doivent faire partie de cette réflexion-là également. On en arriverait donc, Annie-Claude, à faire notre conclusion. Ça va toujours dans le temps, ça va, excellent. Donc, on a une question à vous poser. Quelles seraient, selon vous, au terme de cette présentation-là, puis des étapes de la démarche, les préoccupations, les enjeux qui vous interpellent le plus? On vous invite à écrire dans le clavardage ce qui peut devenir pour vous des principes directeurs puis qui va favoriser la mobilisation des équipes. J'en profite pour vous dire, mesdames, qu'il nous reste 1 minute avant la conclusion.
Mais en début de conclusion, on avait prévu prendre quelques questions aussi. Donc, je vous suggérerais qu'on se garde du temps quand même pour en prendre 2 ou 3 qui sont récurrentes dans le clavardage. Donc, les principes que nous, on a identifiés concernent la clarification des rôles pour assurer un leadership efficace. On a longuement parlé. Est capable de donner l'espace-temps. Isabelle parlait de 3 sessions. Donc, si on commence les travaux, on doit les commencer à la session hiver pour pouvoir déposer, réfléchir sur la grille de cours à l'automne et élaborer nos plans cadres à la session d'hiver suivante pour pouvoir implanter l'année, la fin de l'année à l'automne. S'approprier collectivement les concepts de développement de compétences et tous les autres qu'on vous a proposés dans cette démarche. Et on met au cœur de cette page-là, justement, la prise en compte du facteur humain. Donc, dans les principes directeurs, c'est un élément hyper important. On travaille avec des humains. Il faut être capable d'assurer la transparence, donner les informations pertinentes pour prendre des décisions éclairées. Être capable aussi d'évoquer le passé avec respect, de se donner un espace d'échange pour parler de ses préoccupations en lien avec le changement. Anticiper les litiges et les dénouer rapidement. Ça demande parfois des discussions courageuses pour être capable de nommer une perception dans un contexte de travail d'équipe, mais d'essayer de ramener ça, de laisser ça en dessous du tapis. Des fois, ça ressort et ça retrousse et ça mine le climat de travail. Donc, c'est pour ça qu'on parle de courage quand on dit de nommer des choses qui semblent être problématiques et accompagner les personnes touchées par les pertes. Donc, qui dit changement dit on ne vit pas ces changements de la même façon-là et pour chacun dans une équipe. Donc, il faut se préoccuper des personnes pour qui ça peut être un défi plus grand, représenter un défi plus grand. Et en ce sens-là, j'aborderai la question des disciplines contributives, les impliquer rapidement dans la réflexion permet justement de prendre les bonnes décisions puis éviter de laisser le supplice de la goutte d'eau et d'attendre que les décisions soient prises et que ça démobilise les équipes. Donc, oui. Et en lien avec la démarche, c'est effectuer des allers-retours parce que même si on vous a présenté ça comme étant des étapes successives, il en demeure pas moins que pour assurer l'alignement pédagogique et didactique d'un programme, ça peut nécessiter de revoir certaines étapes pour être sûr que notre fil conducteur est maintenu tout au long. Et surtout, on terminerait avec ça, on fait tout ça en fait pour les étudiants. Alors, placer l'étudiant au centre pour favoriser son engagement, sa persévérance et, mon Dieu, j'ai comme le... je ne vois pas tout. Je vais compléter. Et voilà. Et sa réussite. Donc, voilà. On serait rendu aux périodes de questions, Madame Prudhomme. Merci beaucoup à vous deux. Dans le clavardage, on a plusieurs commentaires à l'effet que votre présentation répond à un grand besoin. D'ailleurs, certains demandaient si les documents peuvent être utilisés dans les cégeps. Je crois qu'on en avait discuté et que c'est possible, toujours en donnant la référence, bien sûr. Je vous rappelle que tous les documents sont disponibles là, sur le site de l'événement dont j'ai mis l'hyperlien dans le clavardage et l'enregistrement va être déposé sur cette même page dans les prochains jours ou plus tard dans une semaine. D'ailleurs, la médiagraphie complète du webinaire, il sera aussi au plus tard dans la prochaine semaine. On va regarder maintenant les questions qui restaient. Il y en a plusieurs, mais une question qui est revenue et je pense que vous serez d'accord avec moi pour qu'on clarifie cet élément-là. Certains se demandaient pourquoi utiliser la taxonomie de Bloom dans les travaux. Monsieur A en a parlé tantôt aussi. La personne disait c'est une taxonomie pour les objectifs d'ordre cognitif. On ne parle pas ici, par exemple, des objectifs d'ordre plus affectif. Auriez-vous une réponse à apporter à ce sujet-là? Quelle utilisation on peut en faire et quelles sont ses limites aussi?
Et je m'adresse aussi à M. A, si jamais. Il y en existe plusieurs, hein, des taxonomies. Je dirais que Bloom, c'est celle qu'on connaît peut-être le plus, mais on a aussi des taxonomies d'ordre affectif ou d'ordre psychomotrice. Alors, dépendamment des compétences à développer, on pourrait être appelé à utiliser d'autres taxonomies, mais ce qui est important pour une équipe programme, à mon sens, c'est qu'on soit au fait de l'utilisation en tout cas de la taxonomie qu'on utilise. Quand on regarde les éléments de compétences, il est possible, c'est ça, de mieux comprendre les ressources à mobiliser si on voit le niveau que jusqu'où on doit les développer, là, ces éléments-là. Monsieur A? Votre micro. Je vais l'ouvrir. Oui, ça va, je l'ai fait là. Merci. La taxonomie, tantôt Isabelle fait référence au fait qu'il y a plusieurs taxonomies. La plus connue, c'est celle de Bloom. Puis encore là, il y a deux versions. Il y a la version classique de 1956, traduite plus tard, puis la version dite révisée de 2001, je crois. Écoutez, les deux se valent. L'idée, c'est d'utiliser de façon commune le même langage pour qu'on appelle une rose, quelle que soit son odeur. C'est Shakespeare qui disait ça dans Roméo et Juliette. En fait, alors, il faut juste avoir le langage commun. Ce sont des outils qui nous permettent de valider le niveau d'apprentissage qu'on souhaite chez nos étudiants, objectif par objectif. C'est très important, la taxonomie. C'est un outil d'analyse majeur. Oui, qui remplace pas les étapes de développement d'une compétence qui ont été présentées plus tôt dans la présentation de M. A, entre autres, avec le niveau d'autonomie qui se développe et de capacité à gérer la complexité. Je vous remercie tous les trois pour la qualité de vos présentations. Ce qu'on lit dans le clavardage confirme le besoin qu'il y a dans le réseau. Ce qu'on proposait pour cette activité est une occasion, parmi d'autres, de réfléchir à ces questions-là qui sont fondamentales pour la réussite et la persévérance. Nous allons voir apparaître à l'écran maintenant un rappel de l'objectif que nous avions en tête pour aujourd'hui. Donc, soutenir le personnel professionnel et le personnel enseignant soucieux de comprendre les principes fondamentaux et de réfléchir aussi à la mise en œuvre qui se fait nécessairement en équipe et ça amène tous les défis que le travail d'équipe représente, toute la richesse aussi, quand on peut se donner le temps de s'approprier un langage commun, des visions communes, des ressources disponibles pour vous. Madame Robitaille, vous allez nous en parler? Oui, étant donné qu'il y a encore beaucoup de questions à ce sujet dans le clavardage, je tiens à vous mentionner que les diaporamas utilisés aujourd'hui, le Geniali, vous allez également retrouver un résumé des 4 temps de la deuxième partie du webinaire. C'est tout déposé déjà sur le site du Carrefour de la réussite. Une médiagraphie est également à venir prochainement. J'en profite aussi pour vous informer que Mesdames Cormier et Pelletier présenteront bientôt un atelier dans le cadre du colloque annuel de l'AQPC et qu'elles travaillent présentement à l'élaboration d'un dossier thématique qui sera publié sur le site Éductive. Voilà. Merci beaucoup, Mylène. Il me reste à remercier l'ensemble des participants. Nous avions plus de 350 participants à la rencontre d'aujourd'hui. C'est une présence qui est appréciée. Il y aura certainement des fruits de ce webinaire. Alors, on vous souhaite bonne poursuite des discussions en équipe. À la prochaine. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée, oui.